En manchette ce soir, un projet d'habitation divise à Rouyn-Noranda. L'établissement d'une maison de chambre pour étudiants et travailleurs ne passe pas. Un pas de plus franchi pour la fusion d'Amos et de Saint-Félix de Dalquier. Je suis convaincu qu'on a l'équipe pour pouvoir rendre un service de qualité. C'est juste qu'il faut convaincre les citoyens de Saint-Félix. Les services offerts aux femmes, difficile d'accès dans la région. Beaucoup de femmes qui ont nommé avoir eu des services inadéquats. Bon début de soirée à tous, ici Anthony Dallaire. On débute le bulletin dans les faits divers avec un homme soupçonné de fraude dans un commerce à Rouyn-Noranda qui a été arrêté aujourd'hui. La Sûreté du Québec a repéré le véhicule du suspect vers 10h45 et une course-poursuite s'en est suivie. La voiture de l'homme dans la vingtaine s'est immobilisée entre le quartier de McWhorter et Rouyn-Noranda. Il a par la suite abandonné son automobile pour s'enfuir dans la forêt. La SQ a localisé et arrêté l'individu en début d'après-midi. Les policiers interrogent actuellement le suspect. Et on poursuit avec une disparition. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Queen Maïan Poukachiche, 15 ans, de Rouyn-Noranda. Elle a été vue pour la dernière fois le 25 mai vers 19h30 dans la communauté du Lac-Simon. Queen Maïan Poukachiche mesure 5 pieds 3 pouces, pèse environ 105 livres, a les cheveux noirs et les yeux bruns. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait des jeans noirs, un chandail blanc et des souliers blancs. Cette dernière aurait un perçage à la narine et pourrait avoir un perçage à la bouche. Comme autre signe distinctif, la jeune fille aurait un tatouage sur le mollet gauche avec l'inscription 33GXNG. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Toute personne qui apercevrait Queen Maïan Poukachiche est priée de communiquer avec le 911. Pourquoi prendre le risque de briser cette quiétude et détruire les beaux quartiers déjà établis en s'y attaquant directement au centre? On a l'impression, oui, d'être consulté, mais par principe. Bien, c'est une tendance, il faut que le monde s'habitue. C'est du n'importe quoi, c'est fou! Vous venez de l'entendre, le conseil de ville de Rouyn-Noranda qui a été houleux hier soir. C'est une vingtaine de citoyens du quartier de la Montée du Sourire qui sont venus dénoncer un projet de maison de chambre. Et Alexandre, vous étiez sur place. Les citoyens s'opposent catégoriquement au changement de zonage dans le secteur. Ah oui, absolument, Anthony. Et il s'agit du projet de transformer la petite maison ici, unifamiliale, qui est derrière moi, en logement de 8 unités. Et ça ne passe pas ici sur la Montée du Sourire. Hier, vous l'avez vu, il y avait plusieurs citoyens qui étaient présents à l'hôtel de ville pour faire part surtout de leur peur de voir arriver des locataires indésirables, leur peur de voir leur quartier se dénaturer, la crainte aussi de voir une baisse de la qualité de vie, une baisse de la valeur de leur maison, mais il y a aussi le fait d'une certaine rage envers la densification, soi-disant sans merci de la part de la ville de Rouyn-Noranda. Certains citoyens ont carrément même menacé de déménager si le projet voyait jour un jour. Je vous laisse écouter certains de ces résidents. Il y a une marchandisation qui se fait du secteur du logement, des secteurs résidentiels. On cherche le profit au détriment de la qualité de vie et des règles établies. Et on a l'impression que le rouleau compresseur s'écrase des petits citoyens. On n'a pas les moyens de se défendre et d'avoir des avocats. Tout ce qu'on veut, c'est la quiétude et le respect du contrat social initial auquel la Ville s'est engagée en nous fournissant un zonage. Moi, ce que j'ai entendu ce soir, c'est que les recteurs, le directeur, les gens à l'extérieur du quartier savent ce qui est bon pour nous. Nous qui habitons le quartier puis qu'on veut préserver notre qualité de vie dans laquelle on a investi puis qu'on a choisi, tout d'un coup, c'est plus important. Et Alexandre, là, une chose importante à dire, mais les propriétaires de la maison de chambre habitent eux-mêmes le quartier. Oui, tout à fait. Il s'agit de Marie Audet et de Vincent Rassette, qui est un jeune couple avec un jeune enfant qui a tout récemment emménagé dans le quartier et qui a plus récemment acquis la maison en question, qui est le projet de 8 chambres. Et ils se sont par la suite procuré la maison, mais pour ce faire, pour transformer la maison en logement à 8 chambres, ils doivent passer par le PPC-moi, qui était le projet hier à l'Hôtel de Ville, justement. Une séance qui d'habitude dure une dizaine de minutes, qui en a duré pratiquement 2 heures. Et le couple propriétaire s'est d'ailleurs vu, il faut le mentionner, décerner des lettres d'approbation, notamment du Cégep de Rouyn-Noranda, mais aussi de l'UQAT, parce que le couple a dit qu'ils vont accueillir principalement des étudiants dans cette maison. Ils disent vouloir faire les choses de la bonne façon. C'est pour ça qu'ils
qui passe par le PPC-Moi et tout. Ils s'attendaient à tout, certainement, sauf la vive opposition dont ils sont victimes de la part de leur voisinage. Voisinage qui, d'ailleurs, il faut le dire, a érigé un groupe Facebook pour noircir la réputation du projet et a également fait du porte-à-porte dans le coin, selon nos sources. Je vous laisse écouter les jeunes propriétaires. 8 chambres, ça s'inscrit sur 8 individus qui vont pouvoir prendre possession d'un lieu à Rouyn-Noranda pour venir travailler, pour venir étudier, pour réaliser un stage de quelques mois également. Les hôtels sont pleins, Trilogie est plein, les universités, les cégeps, tout ça, les résidences sont pleines. Il y a un besoin, le besoin il est marqué. On est entrepreneur et quand même immobilier depuis quand même 5 ans. C'est quelque chose qu'on voit. L'image du mauvais propriétaire ces temps-ci est quand même beaucoup véhiculée là, à la base, donc on doit aussi se battre contre ça. Par contre, nous, c'est notre maison qu'on va louer. On va investir dedans, on va rénover. Je n'ai aucun avantage à rentrer des gens qui vont faire des problèmes, du trouble ou quoi que ce soit. Sinon, j'ai tout à fait le droit de le sortir de ma maison au moment où je veux. Alors, quoi qu'il en soit, la Ville de Rouyn-Noranda mentionne pour sa part qu'elle se dit soucieuse d'appliquer les dispositions légales qui permettent aux personnes concernées de se prononcer. Et à cet effet, il va y avoir un avis public qui sera éventuellement diffusé dans les prochaines semaines qui pourrait éventuellement se transformer en référendum si ça allait plus loin. C'est donc un dossier à suivre. Merci, Alexandre. Au plaisir. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et d'ailleurs, oui, à la question du jour, on vous demandait pour ou contre la permission de maisons de chambre pour les travailleurs et les étudiants dans les quartiers résidentiels. Vous avez répondu contre à 60 %. On se tourne maintenant vers la MRC d'Abitibi. C'est hier que se tenait la première séance d'information aux citoyens concernant le projet de fusion entre Amos et Saint-Félix-de-Dalquier. Les deux municipalités semblent prêtes à aller de l'avant. Alexis Dumont était sur place. L'objectif, c'est janvier 2025. La centaine de citoyens présents lundi soir à l'aréna de Saint-Félix-de-Dalquier semblaient enthousiasmés à l'idée d'une fusion entre la ville d'Amos et leur municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier. C'est quelque chose qui peut faire avancer la municipalité, qui peut introduire plus de personnes pour avantager ici, puis même, ça va pouvoir même être attractif pour venir dans notre coin. Oui, d'après moi, ça serait une bonne chose. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore des questionnements à y avoir. C'est certainement des questions à apporter parce que ce n'est pas un projet qui est petit. C'est quand même quelque chose de gros. Des changements sont à prévoir alors que certains services seront désormais la responsabilité de la nouvelle ville fusionnée. Les gains budgétaires de la nouvelle municipalité, selon les prévisions, s'élèveraient à près de 6 millions de dollars et la taxe foncière de Saint-Félix diminuerait de 0,92 à 0,83. Le maire de Saint-Félix-de-Dalquier voit le tout d'un bon œil. Plus on a étudié la question, plus on voyait du positif et pour Amos et pour Saint-Félix. Nos situations on peut s'entraider ensemble. Dans l'air depuis novembre 2022, la fusion des deux localités doit aller de l'avant, croit le maire d'Amos, Sébastien Dastous. On a vraiment là, un objectif de fusionner pour le 1er janvier 2025. En fonction des années financières, ça serait très compliqué avec les taux de taxation, les budgets, de faire ça dans un autre moment. Honnêtement, j'aurais aimé ça le faire le 1er janvier 2024. Il y avait une question de délai au niveau justement des préparations de documents, des consultations. Généralement, une fusion au Québec, ça prend ça 1 an et demi. On est dans ces délais-là. Moi, je pense que ça va bon train. Je suis enthousiaste. Puis si la population c'est ce qu'elle souhaite, parce que ça passe par eux, si les gens la veulent, la fusion, on va la faire. Si tout se déroule comme prévu, les municipalités espèrent voir leur union officialisée au plus tard le 1er janvier 2025. D'ici là, une rencontre ouverte aux citoyens aura lieu mardi de la semaine prochaine à Saint-Félix-de-Dalquier. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Saint-Félix-de-Dalquier. En cette journée internationale d'action pour la santé des femmes, le regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue a dévoilé ce midi les résultats de son dernier rapport portant sur les enjeux de santé de celle-ci dans la région. Les résultats avec Emilia Laliberté. Beaucoup de femmes qui ont nommé avoir eu des services inadéquats. Le regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue désirait savoir quels sont les enjeux de santé et de bien-être qui préoccupent les femmes de la région.
Après avoir mené un sondage auprès de 469 répondantes au printemps dernier, un constat a ressurgi. Certains services sont difficiles à obtenir sur le territoire. Il y a tout de même beaucoup de femmes qui ont nommé que l'accès à l'avortement en Abitibi-Témiscamingue, c'est vraiment pas facile. Il y a seulement 2 points de service en Abitibi, un à Rouyn, un à Val-d'Or. Il y a beaucoup le manque d'écoute de la part des médecins. Beaucoup de femmes qui ont nommé avoir eu des services inadéquats, que ce soit de la grossophobie, du racisme. Mais après avoir récolté toutes ces réponses, l'objectif final du regroupement était de trouver des pistes de solutions. On parle d'instaurer des cliniques par et pour les femmes, des cliniques de santé sexuelle aussi, aider à faciliter l'accès à l'avortement, entre autres, la gratuité des produits menstruels, de la contraception aussi, ça pourrait aider. À noter que près de 45 % des répondantes sont des diplômés universitaires et 22 % d'entre elles font un salaire de plus de 70 000 $. Ce sont des données à ne pas négliger, comme l'estime la chargée de projet, puisque les conditions sociales peuvent grandement différer d'une femme à l'autre. J'espère pouvoir éventuellement refaire un sondage de ce même type-là pour aller chercher d'autres données et d'aller corriger ces biais-là. À Sainte-Terre, la mairesse est rassurée de voir que des organismes offrent des ressources aux femmes. Le plus bel exemple, je pense, c'est la Maison de la famille qui offre énormément de services. C'est sûr, c'est pour toute la famille, mais je sais que les femmes s'approprient beaucoup les services de la Maison de la famille pour leur venir en aide. On regarde également avec le Centre d'entraide d'amitié autochtone, le Manoir Universo qui offre aussi là, différents services. Fait que, c'est sûr que je pense que oui, il y a quand même plusieurs services là, qui peuvent être offerts ici même à Sainte-Terre. Là. Le regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue veut maintenant transmettre les données de son rapport aux élus provinciaux et fédéraux afin que les voix des femmes de la région puissent résonner à travers la province. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Ici Félix Blaquière à Val-d'Or. Plusieurs activités se dérouleront dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Je vous dis lesquelles dans quelques minutes. Avant d'aller à Val-d'Or, à Rouyn-Noranda maintenant, le parc botanique à fleurs d'eau va recevoir une bonne dose d'amour. Si certains citoyens déploraient le laisser-aller de l'emplacement, oui, eh bien, la Ville a adopté hier un plan de développement pour le parc. Le plan comprend, entre autres, une amélioration de la signalétique du parc afin de mieux l'inclure dans le panorama du centre-ville. Et selon le conseiller municipal Guillaume Beaulieu, c'est un plan qui va s'échelonner sur plusieurs années. Bon, au niveau de la signalétique, par exemple, quand on passe pas tellement loin de là, mais qu'on n'est pas familier avec la ville de Rouyn-Noranda, c'est pas évident de le trouver. Le parc, donc, il y a des améliorations des fois à faire touristiquement pour davantage le faire connaître, mais aussi l'amener à un autre niveau. Un parc botanique en tant que tel, si on se compare aussi à d'autres endroits en territoire relativement nordique dans le monde, il y a lieu peut-être de se poser des questions pour vraiment y donner une tournure peut-être encore plus grandiose en termes vraiment de ce qui pousse directement là sur place. L'arnaque du président, c'est le nom de l'attaque frauduleuse qui a failli subir l'agence de communication Rouillé, qui a pour client plusieurs minières de la région. Heureusement, les employés de l'agence ont compris le piège avant qu'il ne soit trop tard. Rappelons que l'entreprise a été fondée par Manon Rouillé, une entrepreneure native de la région et présidente de la branche témiscabitibienne de Women in Mining. Après coup, Mme Rouillé propose la création d'un code ou de mot de passe entre les responsables pour s'assurer de leur identité et de la sécurité informatique. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Val-d'Or dévoile sa programmation pour la fête nationale régionale prévue dans la municipalité. Pour les détails sur les activités et plus encore, soyez des nôtres au retour. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. L'entreprise Karine au Gâteau a récemment déménagé au 144 avenue Perrault dans le quartier Bourg-Lamac à Val-d'Or, offrant ainsi un espace plus vaste pour mieux servir sa clientèle. Spécialisée en pâtisserie fine moderne, en dîner rapide et en plats pour emporter, l'entrepreneur et pâtissière renommée Karine Ouellet a Pignon-sur-Rue à Val-d'Or depuis 2018. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Rebienvenue parmi nous.
Pour une deuxième année, différents organismes de Val-d'Or proposent plusieurs activités pour la Semaine québécoise des personnes handicapées, notamment un 5 à 7 sur l'employabilité et un atelier de sensibilisation à l'autisme. Félix Blaquière nous en parle. Destinées autant aux personnes handicapées qu'au grand public, les activités permettront notamment d'expérimenter lors de simulations le ressenti de personnes en situation de handicap. C'est une démarche de sensibiliser les gens au fait que malgré les différences, les gens peuvent faire des choses si on prend la peine d'adapter l'environnement des fois. Ça ne prend pas grand-chose pour faire comme « Ah, OK, ça la dérange. » Bien, on peut faire tamiser les lumières ou mettre un peu moins de bruit ou... c'est des choses qui peuvent être aidantes ou avoir une accessibilité plus facile. La Ville de Val-d'Or procédera au lancement d'une vignette réservée aux personnes handicapées afin de faciliter le stationnement pour les personnes en situation de handicap. Cette vignette, ça nous a été demandé par des gens justement qui avaient des problèmes de motricité fine, des problèmes pour se déplacer. Parfois, il y a des obstacles qui les empêchent de se rendre jusqu'à des orodateurs. Si on prend celui qui se trouve au Centre d'études supérieures Lucien Clich, les gens doivent débarquer de leur voiture, rester dans le stationnement, dans une pente, enjamber une petite bande de trottoir. Quelqu'un en fauteuil roulant, c'est impossible de faire ça. Donc, l'idée, c'est de lever des obstacles qui empêchent les gens d'aller chercher des services. L'édition de cette année se greffe également du mot-clic « Je lui parle ». C'est la campagne qui est organisée par l'Office des personnes handicapées. Fait que c'est le thème cette année. C'est pour ouvrir le dialogue. En fait, parler avec les personnes handicapées, parfois, ça peut être un peu difficile parce qu'on ne comprend pas tout ce qui se dit ou quoi que ce soit, puis on n'ose pas faire répéter ou des choses comme ça. Mais en même temps, de prendre le temps d'écouter, de faire répéter. Les gens, ils savent qu'ils ont des difficultés, puis généralement, ça ne les dérange pas trop de répéter. Mais d'ouvrir le dialogue, de prendre la peine d'aller chercher cette richesse-là. Ces gens-là ont plein de choses à nous apprendre, puis si on est juste ouvert un peu, bien, on va évoluer en tant que société encore plus. Les formulaires d'inscription pour les activités sont disponibles dès maintenant sur le site Web de la Ville de Val-d'Or. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Au culturel, la Ville de Val-d'Or sera l'hôte de la fête nationale régionale le 23 juin prochain. Et Justine, la programmation est maintenant connue. Eh oui, et toute la famille va pouvoir triper cette année à la Saint-Jean. Il y a plusieurs activités familiales qui vous attendent dès la fin de l'après-midi du 23 juin, comme des ateliers de cirque, des camions de nourriture, un DJ va être sur place, des jeux et plus encore. Et bien sûr, en soirée, la scène va être enflammée. Il va y avoir un hommage aux Cowboys fringants. Ensuite, Québec Redneck Bluegrass Project va prendre la relève pour nous faire danser toute leur soirée sur leur plus grand hit. Et pour finir la soirée, le groupe Les Imposteurs va faire des reprises de chansons québécoises typiques de la Saint-Jean. La fête nationale régionale, c'est vraiment l'occasion de se rassembler et toute la région ensemble est invitée. Bien sûr, la Ville de Val-d'Or va vous faire vivre une expérience extraordinaire. On est vraiment fiers de créer un rassemblement comme celui-là. Ça nous permet de faire plusieurs choses, entre autres travailler avec des partenaires du milieu, des partenaires culturels. Il y a aussi le fait de rassembler au centre-ville. Pour nous, c'est une mission qu'on se donne depuis maintenant 2 ans, de vraiment faire vivre positivement, de belle façon, avec des rencontres, avec le fait de venir l'habiter, le marcher, le vivre, le centre-ville de Val-d'Or. Et il faut comprendre que le marché public, la place Agnico Eagle, fait partie du quadrilatère qui est inclus dans le centre-ville, autant que la 3e avenue et les rues avoisinantes. Donc, pour nous, d'investir ces 2 lieux-là, c'était vraiment une façon de faire vivre de façon positive grâce en fait à la fête nationale et de se rassembler là, au cœur même de la ville pour vivre cette fibre-là québécoise, de cette fierté-là d'être québécoise, d'être val-d'orienne, d'être val-d'orien, puis de fêter en fait cette culture québécoise qui est si riche. Et Justine, c'est ce jeudi que les artistes culturels de la région seront récompensés lors de la cérémonie des prix d'excellence en arts et culture de l'Abitibi-Témiscamingue.
Oui, et l'événement aura lieu ce jeudi au Centre culturel de la Sarre et les prix d'excellence en art et culture, c'est une façon de souligner le travail exemplaire et de faire rayonner les artistes, les travailleurs et même les organismes culturels de la région en soulignant leur rapport et leur dynamisme. Vous pouvez encore aller voter, même pour le prix du public présenté par TVA Abitibi-Témiscamingue, pour souligner le rayonnement d'un artiste marquant œuvrant dans la discipline à l'honneur, soit en art visuel ou en métier d'art. Selon Maude Guy, la directrice générale au Conseil de la culture en Abitibi-Témiscamingue, c'est Désolée, je recommence. La directrice générale au Conseil de la culture en Abitibi-Témiscamingue, ces reconnaissances des prises en art et culture sont très importantes pour les artistes de la région. Mais dans le fond, c'est de faire briller les artistes, les organismes culturels, ceux qui se distinguent. Puis en même temps, on le sait que c'est super important pour les artistes parce que c'est professionnalisant. Tu sais, il y a un jury de pairs qui est composé pour analyser les candidatures. Fait que même pour les finalistes, c'est important dans un CV d'artiste, tu sais, d'avoir ces nominations-là, puis ces reconnaissances-là. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment la première motivation, là, c'est de faire connaître, de reconnaître l'importance, la qualité du travail qui se fait chez nous en Abitibi-Témiscamingue. Et on termine en musique avec le duo folk Les Deux Frères qui est en spectacle ce soir à 19h30 au Théâtre des Escars-de-Mos. Ben oui, c'est ça le comble pour les deux frères originaires de Chappais. Pour les chanceux qui ont leur billet ce soir, vous allez voir le spectacle en solo qui va vous permettre de vraiment se plonger dans l'univers des deux frères. Vraiment, vous allez être accompagnés de leurs instruments. Les deux musiciens vont vous amener dans un voyage émotionnel à travers leur plus grand succès. Ça va vraiment être une super belle soirée. Profitez-en. Les dates des premiers matchs de nos équipes de hockey de la LHJMQ sont maintenant connues. On vous dit au retour quand seront en action les Huskies de Rouyn-Noranda et les Foreurs de Val-d'Or pour leur première rencontre de la saison 2024-2025. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au sport, le calendrier de la saison régulière de la LHJMQ est officiellement sorti et le premier match des Huskies de Rouyn-Noranda sera à domicile le 20 septembre prochain dès 19h. La Meute va affronter les Olympiques de Gatineau. Le même jour, à 19h, les Foreurs de Val-d'Or vont être sur la route pour un affrontement contre les Tigres de Victoriaville et le premier duel de la 117 aura lieu quant à lui lundi après-midi, le 14 octobre du côté de Val-d'Or. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Justine, du gel nous attend ce soir. Effectivement, il va falloir rentrer vos plants de tomates, vos fleurs. On ne veut pas les perdre juste avant que l'été commence. Hein, comme t'as dit, Anthony, dégagement tôt ce soir avec un minimum de 0 et du gel. Et au Témiscamingue, généralement nuageux avec un minimum de +1 et gel par endroit. Demain, partout en région, ensoleillé avec un maximum de 15 et un petit aperçu pour jeudi. Il va faire super beau avec un maximum de 19. Vous allez pouvoir ressortir vos plants de tomates puis vos fleurs à ce moment-là. D'ailleurs, Justine, je vous souhaite officiellement un très bon début avec nous à titre de chroniqueuse culturelle de l'équipe. Je vous souhaite que ce moment soit le premier d'une très longue série. Bien, merci beaucoup. Je suis tellement contente de commencer cette belle aventure. Génial, bonne soirée à vous. Là. Merci d'avoir encore une fois été des nôtres, vous, à la maison. Nous, on se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous. Passez une agréable soirée.